c'est le pôle podalique. Donc, c'est la partie pelvienne du mobile fœtal qui se présente au détroit supérieur. Voilà. Donc, sa fréquence, quand même, c'est quand même elle est de 4% par rapport aux grossesses, par rapport aux autres présentations. Elle est plus fréquente par rapport à la présentation de la face, qui est plus ou moins rare. C'est une présentation autocycle au seuil de la dystocie. Donc, c'est une présentation qui est autocycle. La plupart des accouchements du siège se terminent bien, mais certains accouchements siège sont à risque. Donc, c'est un accouchement déjà à risque. Donc, il y a deux modes de présentation de siège. Il y a le siège complet, c'est-à-dire le fœtus, il est pratiquement assis antérieur sur le détroit supérieur. Il y a le siège décomplété. Donc, c'est mode des fesses, c'est-à-dire les membres inférieurs sont en attelle. Donc, c'est en relevé sur le fœtus. C'est le mode des fesses. C'est un siège décomplété. C'est bon? Vous me suivez là? Oui. Ah, très bien, ok. Le repère de la présentation du siège. Donc, chaque présentation, normalement, on vous a dit, je ne sais pas ce que ça fait le mécanisme de l'accouchement, chaque présentation, elle a un repère. Le repère de la présentation du siège, c'est le sacrum. C'est comme le sommet. Le sommet, le repère de le sommet, c'est l'occiput. Le repère de la présentation du siège, c'est le sacrum. Donc, puisqu'il y a le sacrum par rapport à sa position dans le détroit supérieur, donc ça définit des variantes. Il y a la sacro-iliaque gauche antérieure, la sacro-iliaque gauche droite, la sacro-iliaque droite, sacro-iliaque antérieure, et la sacro-iliaque postérieure, sacro-iliaque droite postérieure. Donc, c'est par rapport au sacrum et par rapport au sacrum et sa position par rapport au détroit supérieur. Je ne sais pas ce que vous arrivez à suivre. Donc, les étiologies de cette présentation des sièges. Qu'est-ce qui amène à ce fœtus de se présenter en siège? Normalement, c'est la loi de contenu et de contenant. Donc, la partie céphalique, au cours de la grossesse, c'est la partie qui est volumineuse. Donc, du développement fœtal jusqu'au 7e mois de la grossesse. Donc, le fœtus, donc la partie fœtale, la partie céphalique, elle est au niveau de fond utérin. Au 7e mois, normalement, il va y avoir une cubite. Donc, c'est le bébé qui va tourner. Donc, la tête, elle a fini sa croissance, elle va se mettre en position pelvienne. Et le siège, il va être en position, il va commencer à grossir, il va prendre le fond utérin. Par malheur, par malchance, cette cubite ne se fait pas. Pourquoi? Il y a des causes utérines, il y a une anomalie congénitale, vous avez une hypoplasie utérine, c'est-à-dire un utérus qui se développe pas correctement au cours de la grossesse. Il reste petit, donc ça donne des hypotrophies fœtales, ça laisse pas le fœtus à bouger et faire sa cubite. Et les malformations. Excuse de vous interrompre une seconde. Oui. Là, la diapo ne défile pas, alors le truc, c'est le problème avec pour le mettre en plein écran. Alors, si vous pouvez la remettre juste sans qu'elle soit en plein écran, juste la fenêtre, c'est mieux. Donc, il y a les étiologies de la présentation de siège. Vous voyez? Là, on est à l'introduction sur la diapo. Ah bon, là, donc vous êtes en retard. Maintenant, vous voyez les étiologies de la présentation du siège? Oui. Voilà. Il y a les anomalies congénitales. Donc, l'hypoplasie utérine, donc c'est un utérus qui est hypoplasique, il est petit par rapport à la normale. Et les malformations utérines, en général, les malformations utérines sont les utérus cloisonnés. Les utérus, il y a au niveau de l'utérus, il y a une cloison. Donc, comme si l'utérus, il est partagé en deux. Il y a deux compartiments. Donc, les utérus cordiformes, uniformes, les utérus didelphes, pseudo-didelphes, il y a plusieurs malformations utérines qui font que c'est des présents. En général, c'est la primipare, c'est des présentations imposées. C'est-à-dire le bébé, il n'arrive pas à bouger, il ne pourra pas faire sa cubite. Il y a les anomalies acquises. Il y a le multiparité. Pourquoi le multiparité? C'est un utérus qui est vaste et hypotonique. Donc, le bébé c'est des utérus qui sont sujets à des présentations vicieuses. Comme elle peut faire par exemple, un utérus de la multipare, il peut faire des présentations transverses, présentations du franc. Donc, c'est ça le problème des utérus des multipares.
Les utérus déprimés par âgé, parce qu'ils sont hypertoniques, c'est déprimés âgés qui n'ont pas, c'est déprimés âgés. Ce sont des premiers âgés, donc ils n'ont pas fait de grossesse. Les premiers âgés, en général, c'est à partir de au-delà de 37 ans. Donc, c'est des os qui sont hypertoniques, donc ça impose une présentation. Il y a les tumeurs extrinsèques et les tumeurs intrinsèques. Les tumeurs extrinsèques, c'est en général les tumeurs de la partie pelvienne, c'est-à-dire ça peut être une tumeur ovarienne, une tumeur osseuse, une tumeur, par exemple, une tumeur digestive qui réduit la cavité utérine. Les tumeurs intrinsèques, ce sont les fibromes prévia, les fibromes qui gênent les mouvements fœtaux pour faire la culbute. Il y a les causes ovulaires, il y a les anomalies de la quantité de liquide amniotique. Vous avez l'hydramniose, c'est-à-dire l'hydramniose, c'est l'excès de liquide amniotique, ou bien oligomniose. L'hydramniose, c'est-à-dire tellement il y a de liquide que le bébé, il ballotte. Il peut prendre n'importe quelle présentation. Et les oligomnioses, tellement il y a moins de liquide que le bébé ne pourra pas bouger. Donc, s'il ne pourra pas bouger, il sera en soi. Et s'il ne pourra pas faire sa culbute, il va rester en siège. Il y a les causes funiculaires. Quand on dit funicule, en général, c'est le cordon. Et voilà, vous avez le brièveté du cordon, soit primaire, donc primaire, soit un cordon court dès le départ, ou bien secondaire. Quand on dit secondaire, c'est-à-dire le cordon, il est normal, mais quand il s'est enroulé, par exemple, sur le pied du fœtus, bien sur le cou, donc il devient court. Donc, c'est ça entrave la culbute et le bébé et le fœtus va rester en présentation du siège. Le placenta prévia, donc le placenta prévia, parce que parfois ça gêne quand c'est central, donc quand il y a une présentation prévia, ça donne des présentations vicieuses, soit présentation du siège, cette présentation transverse, ça n'importe quelle présentation, parce qu'il y a le pôle, et ça entrave la culbute fœtale. Il y a les causes fœtales, c'est la prématurité. Bon, vous savez qu'au 7e mois, la culbute se fait. Donc, s'il y a un accouchement avant 7 mois, donc il se peut qu'il y ait il y a beaucoup de présentations de siège. Et l'hyperextension de la tête, quand il y a une hyperextension de la tête par exemple, une tumeur au niveau du cou, du fœtus, ça peut entraver la culbute. La culbute ne va pas se faire. C'est bon jusqu'à maintenant, vous suivez? Coco, s'il vous plaît. Vous suivez là? Oui. 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 Ah, vous suivez jusqu'à maintenant, très bien. L'étude clinique, maintenant on va s'intéresser à l'étude clinique. Pendant la grossesse, à l'inspection, donc vous avez que l'étude clinique, vous avez comment on vous a appris en sémiologie, il y a l'inspection, il y a la palpation, l'auscultation. Donc c'est la même chose pour l'obstétrique. Donc à l'inspection, vous avez un utérus à développement et se développe dans le sens longitudinal, à grand axe longitudinal. C'est comme la présentation, c'est comme pour le sommet. Donc, c'est un utérus qui n'est pas étalé, par exemple, en largeur pour la présentation transverse, non. Elle est normale, elle est à développement longitudinal, à grand axe longitudinal vertical. À la palpation, quand vous allez toucher au niveau pelvien, la partie hypogastrique, vous allez toucher une présentation, une masse volumineuse, irrégulière, ferme, mais n'est pas dure, plus ronde, qui correspond au siège. Et au niveau du fond, vous allez percevoir une masse régulière, dure, qui c'est la tête. Donc, vous allez percevoir une tête au niveau du fond et vous avez une masse molle au niveau du fond, plutôt au niveau pelvien. À l'auscultation, quand vous allez chercher les BCF, ils sont du côté du dos, ils sont au-dessus de l'ombilic. Le toucher vaginal pendant la grossesse, quand vous allez toucher, vous allez trouver un segment inférieur épais, une présentation haute. Vous êtes beaucoup plus, c'est la palpation qui vous oriente beaucoup plus vers une présentation du siège.
Donc, pendant le travail, c'est la même chose. Vous avez cette année toujours un grand axe longitudinal. Vous allez percevoir une présentation, une tête dure, plutôt une masse dure au niveau du fond utérin, une partie molle au niveau du pelvien. Au toucher, à l'extrémité, on perçoit une pyramide. Au toucher vaginal, vous allez percevoir une présentation irrégulière, molle. Le repère, donc, ça prête à confusion avec d'autres présentations. Mais comment on reconnaît le siège? Quand on touche, on va chercher une pyramide sacrée. Comment on la reconnaît? Par ses saillies osseuses. Donc, vous allez retrouver une pyramide sacrée, ça ne peut être que le siège. Bon, ça peut parfois prêter à confusion avec la présentation de la face. Mais la présentation de la face, le repère, c'est la racine du nez. Quand vous touchez tout autour, vous allez trouver les globes oculaires, parfois vous avez touché la bouche. Et également, parfois, au niveau, quand il y a une présentation du siège, on peut toucher l'anus. Parfois, on touche même les testicules. Donc voilà, donc le toucher, il va vous orienter. Vous avez une présentation irrégulière, molle. Le repère, c'est la pyramide sacrée. Et parfois, on touche un pied, carrément quand c'est un siège complet. C'est bon jusqu'à maintenant? Coco? Oui, oui. Les enfants, vous suivez là? Oui. Vous suivez? Oui. Bon. Voilà, le mécanisme d'accouchement. Le mécanisme d'accouchement, comment il se fait le mécanisme? Qu'est-ce qu'il faut comprendre en matière du siège? C'est pas comme par exemple à la présentation du sommet, vous avez l'accouchement de la tête, après les épaules, après le siège. Non, c'est l'inverse qui se produit. Vous avez l'accouchement du siège, l'accouchement des épaules, après vous avez l'accouchement de la tête. Donc, il faut qu'il y ait, il y a des principes, c'est que le mobile fœtal doit constituer un bloc homogène, c'est-à-dire vous avez tout, vous avez le siège, le siège, le siège, le dos, les épaules et la tête. Ça constitue un bloc fœtal. Donc, un accolement des membres, parfois vous avez le membre qui est, les membres, il est accolé par exemple au tronc. Donc, la solidarité tête-tronc-membre forme un mobile fœtal compact. Donc, c'est un compact. Ainsi, en tirant sur le pied, la désolidarisation des membres inférieurs, membres supérieurs du menton par la réflexion du Moro bloque la sortie du fœtus. Donc, il ne faut jamais toucher. On va vous donner, après je vous explique. Il ne faut jamais toucher un siège quand il accouche parce que vous risquez de désolidariser. Si vous allez désolidariser ce bloc, donc vous allez créer la dystocie. Donc, contrairement à comme je vous ai dit, contrairement à la présentation du sommet, l'accouchement il se fait par le siège, se fait à rebrousse-poil. Rebrousse-poil, c'est-à-dire rebrousse-poil, c'est comment? C'est-à-dire vous avez le siège, plutôt les épaules et la tête. Là, je dois faire afficher complet parce que je dois voir. Voilà, dans la progression du fœtus dans le bassin, les différents segments du fœtus peuvent s'accrocher ou se relever dans le bassin. On parle ainsi de la progression à rebrousse-poil. Donc, c'est une progression du mobile fœtal à rebrousse-poil. Les volumes de segments fétaux qui traversent successivement la filière pelvienne va augmenter alors que la compressibilité diminue. Donc, vous avez les segments, c'est-à-dire les diamètres les diamètres vont être réduits. C'est-à-dire vous avez le B trochanterien qui est 9 cm, puis le B acromial qui fait 12 cm. Après, vous avez le B pariétal qui fait 9,5 cm. Donc, ce qu'on crée réellement en matière de l'accouchement du siège, c'est beaucoup plus l'accouchement de la tête dernière. Bon, comment il se fait l'accouchement du siège? L'engagement se fait par l'orientation de diamètre B trochantérien. Vous avez les deux trochantères dans le diamètre oblique, de 3 supérieurs. Et si le siège est complet, il y a un tassement de diamètre sacrotibial. Je vous dis le diamètre complet, le siège complet, c'est-à-dire vous avez le sacrotibial.
Parmi la souplesse, par la souplesse des os, il va y avoir un tassement. La descente rotation, quand il va y avoir la descente rotation, vous avez le diamètre vitrocontrien dans l'axe antéro-postérieur. C'est-à-dire que vous avez le diamètre antéro, c'est-à-dire il va se mettre, le diamètre vitrocontrien va prendre un diamètre soit oblique, soit droit, soit gauche. Donc, la rotation, il va amener il était en oblique, la rotation et la descente rotation va l'amener l'axe de diamètre vitrocontrien en antéro-postérieur. Donc là, vous avez la hanche antérieure du fœtus va se caler contre la symphyse pubienne. Donc vous avez la hanche, je ne sais pas ce que vous me voyez. Je ne sais pas ce que vous me voyez. Oui, donc il y a la hanche qui va se caler sous la symphyse. Voilà, c'est un peluche de ma fille. Donc vous avez cette hanche qui va se caler sous la symphyse pubienne. Et le dégagement va se faire autour de donc la symphyse pubienne. Le dégagement va être le pivot de dégagement. Donc cette hanche antérieure, elle va se caler sur la symphyse pubienne. Après, elle va sortir. Elle va sortir. Le dos. Elle va sortir. Donc elle va sortir. Après, vous allez avoir la sortie. Après, c'est la hanche postérieure qui va sortir. Après, vous avez la hanche postérieure qui va sortir. Après, le dos qui va suivre. Le dos va sortir facilement parce que le diamètre vitrocontrien est plus grand par rapport au dos. Vous allez avoir l'accouchement des épaules. Dès que le siège se dégage, il y a l'engagement des épaules. C'est-à-dire, quand le siège se dégage, vous avez en même temps l'engagement des épaules au détroit supérieur. Les épaules entrent en contact avec le détroit supérieur, le diamètre biacromial s'engage dans le même diamètre oblique que le diamètre vitrocontrien dans les variétés antérieures par un mouvement de restitution. C'est-à-dire quand vous avez la hanche qui sort, il va y avoir et le dos se redresse, il va y avoir en même temps un engagement des épaules dans le même diamètre vitrocontrien dans la variété antérieure. Dans le diamètre opposé dans la variété postérieure. Par exemple, c'est une variété postérieure, donc c'est par le moment de restitution, les épaules vont emprunter le diamètre opposé. C'est-à-dire, si c'était une gauche, elle va prendre le diamètre plutôt postérieur, plutôt droit. Si c'est gauche, elle va prendre le diamètre droit. Si c'est droit, elle va prendre le diamètre gauche. Et donc, le fœtus continue alors son mouvement en spire qui amène le dos en avant. C'est comme un spire, c'est comme un vis qui tourne. C'est ça l'accouchement du siège. Vous avez comme un vis qui tourne. Le dos, il va tourner en avant, les épaules se dégagent en général en transverse. Quand vous allez à un accouchement, donc vous avez, quand le dos est en avant, donc les dos, vous allez avoir la sortie des dos, vous avez dans un diamètre transverse. Puis par une sorte d'insynclétisme, les bras tombent l'un après l'autre hors de la vulve en même temps que le dos tourne en avant. Une rotation axillaire, vous avez parfois que le dos ne tourne pas en avant, il tourne en arrière. Et c'est gravissime parce que quoi? Pourquoi? Parce que le menton il risque de s'accrocher sur la symphyse et ça donne une DCC majeure, c'est la rétention de la tête dernière. Ce qui est important maintenant en accouchement de siège, c'est l'accouchement de la tête dernière. L'engagement de la tête s'engage dans un diamètre oblique perpendiculaire à celui emprunté par les épaules, en se fléchissant suivant le diamètre sous-occipito-frontal. La descente et la rotation amènent l'occiput sous la symphyse pubienne. Donc, la symphyse pubienne, elle va être le pivot. Donc, il y a l'occiput, il va se caler sous la symphyse pubienne. Après, qu'est-ce qui va y apparaître? Vous allez avoir le dégagement du menton. Qu'est-ce qui va se dégager en premier? C'est le menton qui se dégage au premier, la face, après le crâne. Une fois que la tête dernière sort, c'est bon, c'est le ouf, c'est l'accouchement de siège qui se fait. Maintenant, vous avez des schémas qui expliquent
qui explique l'engagement et le dégagement voilà, l'engagement et le dégagement l'engagement et le dégagement des hanches. C'est bon, on a dit ça. Le diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez le diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut prêter confusion avec une présentation du siège. Donc, vous avez présentation de la face. Pourquoi? Parce que la présentation de la face, c'est une présentation irrégulière. Quand vous allez toucher, vous allez toucher des globes oculaires, c'est mou. La joue, c'est mou. Vous pouvez prêter confusion à la face avec la joue. Donc, mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la racine du nez. Quand vous touchez la racine du nez, c'est bon, c'est la face. La présentation du front également. Donc, vous allez toucher, on n'atteint jamais les joues en matière du front. Donc, vous allez toucher une présentation irrégulière. Vous pouvez prendre, le front, vous pouvez le prendre par le confondre avec le sacrum. Vous avez également, quand il y a une malformation fœtale, c'est la malformation fœtale, c'est l'anencéphale. L'anencéphale, vous savez qu'il n'a pas de boîte crânienne. Quand vous touchez parfois, quand c'est mal formé, bon, vous ne connaissez pas la patiente, elle vient, vous n'avez pas le temps de faire l'échographie et tout, vous ne savez pas que c'est une malformation ou que c'est une malformation fœtale, vous allez toucher un truc irrégulier. C'est l'anencéphale, donc vous pouvez le confondre avec le siège. Mais c'est qu'en faisant l'échographie et tout, vous allez confirmer que c'est un anencéphale. Vous avez par exemple, quand vous recevez une patiente avec une bosse sérosanguine importante. Quand vous touchez, c'est très mou. Vous ne savez pas est-ce que c'est une tête, est-ce que c'est un siège. Mais en faisant l'échographie, vous allez trouver le pôle céphalique en bas. Donc, les anomalies de l'accouchement, qu'est-ce qui peut se passer au cours d'un accouchement de siège? Vous avez la rupture prématurée des membranes. La dystocie dynamique, c'est quoi la dystocie dynamique? C'est une anomalie de la contraction utérine. Donc, ça va gêner la progression de l'accouchement du siège. Vous pouvez avoir à la rupture, par exemple, quand vous rompez la poche des os, vous pouvez avoir une procédance du cordon. Mais sachez, la procédance du cordon en matière du siège, elle n'est pas aussi gravissime que par rapport à la présentation céphalique. Pourquoi? Parce que le siège, parce que les fesses du bébé sont mous, ils ne compriment pas le cordon. C'est pas comme par rapport à la tête. La tête, c'est dur, elle peut comprimer elle comprime le cordon, ça interrompt les échanges et ça donne une mort in utero. Le relèvement des bras, ce qu'on craint également, c'est lors de dégagement. Le fœtus peut relever ses bras et ça va gêner l'expulsion du siège. Vous avez également la rotation du dos en avant. Donc, pour que le siège accouche, il faut que le dos se tourne en avant. Plutôt, la rotation du dos en avant est une... plutôt, non. C'est le dos qui... C'est-à-dire le dos en avant est une complication très grave, va entraîner la rétention de la tête dernière. Donc, c'est que vous avez... Normalement, ce n'est pas le dos qui tourne, c'est en arrière. C'est la rotation du dos en arrière. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas en avant. Parce que normalement, le dos doit tourner en avant pour que le siège accouche. Si vous avez le dos qui tourne, ça fait le ventre qui tourne en avant. C'est-à-dire vous avez le ventre du bébé qui vient vers vous. Vous voyez le ventre. C'est-à-dire, vous savez très très bien que le menton, il va s'accrocher, il va s'accrocher sur la symphyse. Vous allez avoir une rétention de la tête dernière. Là, je vais corriger. Normalement, ce n'est pas le dos en avant, c'est le dos en arrière. C'est la rotation du dos en arrière. Vous allez corriger. Je vais corriger. Normalement, c'est en arrière, le dos en arrière. Le pronostic. Normalement, le pronostic maternel en matière de siège, il n'est pas mis en jeu. Ce n'est pas comme par exemple pour la présentation du front où vous avez un pronostic vital. Donc, si vous ne faites pas le diagnostic à temps et tout, il va y avoir un risque de rupture utérine. C'est pas ça. Donc, il n'y a pas de risque maternel, hormis parfois des déchirures. Par contre, c'est le pronostic fœtal qui est parfois mis en jeu. Pourquoi? Quand, par exemple, vous avez une rétention de la tête dernière.
Parfois, vous risquez, quand on manœuvre sur ce fœtus qui est, si on sera amené à faire des manœuvres sur ce fœtus, vous risquez de lui fracturer le fémur, vous risquez de fracturer les mérus, si vous allez pratiquer un offset, vous risquez par exemple, si vous avez une rétention de la tête dernière, vous allez tirer sur cet enfant, vous risquez d'avoir une paralysie du plexus brachial, vous allez, si c'est un accouchement traumatique, c'est des hémorragies méningées, et parfois ça donne des morts, par exemple, ou parfois parfois quand on tire, on fait des manœuvres sur un fœtus, en restant sur la tête dernière, on risque de ressortir un fœtus, plutôt un nouveau-né mort-né. Les éléments, qu'est-ce qu'il faut retenir pour le siège? Les éléments de pronostic. Quels sont les éléments de pronostic? Vous avez l'âge de la femme. Si vous avez un âge au-delà de 35 ans, autant faire une césarienne. Vous avez le poids et le bassin de la femme. Si vous avez un poids qui dépasse 3,8 kg, vous êtes en droit de faire une césarienne. Vous ne pouvez pas accepter la voie basse. C'est cette femme, c'est ce bébé. Un bassin de la femme. Pour accepter un accouchement de siège, il faut qu'un bassin qui a fait ses preuves. Un bassin qui a fait ses preuves, c'est-à-dire elle a fait passer 3 kg. Donc, si vous avez un bassin qui n'a pas fait passer 3 kg, ce n'est pas la peine de faire accoucher. Ça, par exemple, une patiente, elle a accouché d'un 2 kg. C'est par exemple une G2P1. La première enfant qui est née, elle a fait 2,5 kg et vous avez maintenant une présentation de siège. Vous n'êtes pas en droit de faire accoucher cette femme parce que c'est un bassin qui n'a pas fait ses preuves. Donc, pour accepter un accouchement siège, il faut qu'il y ait un poids inférieur à 3,8 kg, un bassin qui a fait ses preuves, un utérus intact, c'est-à-dire ce n'est pas un utérus cicatriciel, et voilà. Il n'y a pas, par exemple, en disant le déchirure du périnée, vous n'avez pas un périnée cicatriciel, vous n'avez pas un obstacle prévieux, c'est-à-dire vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas une présentation, c'est-à-dire vous n'avez pas une placenta prévia, par exemple, un type 1 bien 2. Ou si vous avez, par exemple, un siège avec un placenta prévia type 1 et 2, ça contre-indique un accouchement par voie basse, même si vous avez tous les éléments de bon pronostic. Et surtout, par exemple, ce qui contre-indique un accouchement par voie basse, si vous avez un bipariétal supérieur à 96. Si vous avez un bipariétal supérieur à 16, vous ne pouvez pas accepter un accouchement par voie basse. Et également, un truc très important, la flexion de la tête. La flexion de la tête, c'est un élément très important pour accepter un accouchement par voie basse. C'est-à-dire que vous avez une tête défléchie, on est par exemple à 4 cm, c'est-à-dire une tête qui regarde vers le haut, vous n'êtes pas en droit d'accepter un accouchement par voie basse parce que vous allez créer la dystocie et vous avez un risque très élevé de rétention de la tête dernière. Donc, pour accepter un accouchement par voie basse pour le siège, il faut qu'il y ait une tête fléchie ou bien à la rigueur une tête intermédiaire. Une tête intermédiaire, si vous avez à 4 cm de dilatation, vous faites par exemple une échographie. Maintenant, c'est l'échographie, c'est plus la radio du contenu utérin parce que dans le passé, on faisait la radio du contenu utérin pour voir la flexion de la tête. Et maintenant, on peut s'en passer. On a l'échographie. On peut reconnaître la flexion de la tête avec l'échographie. On voit le rachis cervical par rapport au rachis dorsal. Si vous avez un angle droit, si vous avez un angle aigu, donc c'est une tête fléchie. Vous pouvez accepter la voie basse. Si vous avez par exemple un angle ouvert, là vous êtes obligé de ne pas accepter la voie basse et de faire une césarienne. C'est ça les éléments de pronostic de l'accouchement voie basse. Surtout, vous avez un utérus un utérus intact, un bassin qui a fait ses preuves, un utérus intact, une tête fléchie. Voilà. Il n'y a pas d'obstacle prévia. Par exemple, il n'y a pas de placenta prévia. Il y a un BIP supérieur à 96 et un poids estimé, un poids fœtal estimé il doit être inférieur à 3,8 kg. Si vous avez un poids supérieur à 3,8 kg, il y a le risque de dystocier, il est très important. Donc, on ne peut pas accepter un gros siège. On a par exemple, si vous estimez le poids à 4 kg pour une présentation de siège, vous n'êtes pas en droit d'accepter l'accouchement voie basse. La conduite à tenir. Comment va se dérouler l'accouchement au siège? Donc, pratiquer maintenant écoutez, maintenant, tout ce qui est manœuvre externe, c'est abandonné. Donc, on ne le fait plus.
Donc maintenant, on fait plus les manœuvres, on fait plus les versions par manœuvre externe parce que il y a un risque de rupture utérine, il y a un risque de décollement de place interne et tout. Donc c'est abandonné. Donc moi, ce qui fait maintenant, on a si par exemple s'il y a un siège, s'il y a un siège, il vaut mieux faire attendre le travail. Par exemple, dans de stérilité, un accouchement disait que passe un rétréci priméragé avec c'est liquide. Souffrance fœtale. Donc, on fait les césariennes. Voilà. Les césariennes sont systématiquement une pathologie à la grossesse. Par exemple, vous avez une prééclampsie sévère, un siège, on tente faire une césarienne, on n'attend pas l'accouchement voie basse. En disant de stérilité, par exemple, une stérilité ancienne, au-delà de 5 ans. Donc, vous êtes en. Bon, c'est bon, autant faire une césarienne. Un accouchement, aux antécédents d'accouchement dystocique. Par exemple, un antécédent d'accouchement dystocique, par exemple, si vous avez le premier accouchement par forceps et vous avez une présentation de siège. Non, un accouchement par forceps, donc ça oriente beaucoup plus vers une dystocie du bassin. Si vous avez un bassin, c'est-à-dire un bassin qui peut-être y a une dystocie osseuse. Si vous avez une dystocie osseuse avec présentation de siège, il vaut mieux ne pas accepter l'accouchement voie basse. Autant faire une césarienne. Vous avez un bassin rétréci. Si vous avez un bassin rétréci à l'examen, si vous avez un bassin rétréci, n'acceptez pas l'accouchement voie basse. La primipare. En Algérie, toutes les maternités de l'Algérie, donc une primipare, c'est-à-dire la primipare et présentation du siège égale césarienne. Vous avez une primipare, que ce soit âge et jeune, c'est une césarienne. Pourquoi? En Algérie, normalement, à l'étranger, ce qu'ils font, pour accepter la voie basse, c'est une primi jeune, il faut qu'il y ait une scanopelvimétrie. Non, en Algérie, il n'y a aucun service qui a la scanopelvimétrie. Donc, la primipare, que ce soit âge bien jeune, en Algérie, c'est une césarienne. Par exemple, je vous ai dit un excès de volume fœtal, c'est-à-dire un macrosome, un siège macrosome, on n'accepte pas la voie basse. La prématurité. En prématurité, sachez, égal, c'est les extrêmes. Vous avez les gros enfants et les prématurés. Les prématurés, on n'accepte pas l'accouchement voie basse. Pourquoi? Quand il y a un siège. Pourquoi? Parce qu'en général, il y a toujours une rétention de la tête dernière, c'est les prématurés. Donc, il vaut mieux ne pas accepter la voie basse. Donc, il y a, en plus, on ne peut pas faire des manœuvres sur les prématurés parce que déjà, c'est un bébé fragile. Rajouter des manœuvres, donc il y a le risque d'hémorragie méningée, il y a le risque déjà, c'est déjà un fœtus fragile. On va rajouter encore la comorbidité. Vous avez une tête défléchée. Je vous ai dit, une tête défléchée égale césarienne. Par exemple, également, la RPM, pourquoi? La RPM supérieure à 10 heures. Pourquoi? C'est-à-dire que vous avez une rupture prématurée supérieure à 10 heures. C'est-à-dire que quand il y a une RPM, il y a un écoulement du liquide, de liquide amniotique. Le liquide amniotique, il est très important pour l'accouchement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va laisser glisser ce bébé, ce fœtus, quand il va avec les contractions utérines, il va laisser glisser ce bébé. Parce que si vous avez il n'y a plus de liquide, c'est un accouchement à sec. Si vous avez un accouchement à sec, c'est la dystocie. Donc, si vous avez une RPM supérieure à 10 heures, autant faire une césarienne. Vous n'acceptez pas l'accouchement par voie basse. Un utérus mal formé, ou bien cicatriciel, ou bien périnée cicatriciel, c'est une voie haute, d'emblée. Utérus mal formé avec cicatriciel. Alors là, cicatriciel, pourquoi? Parce qu'il y a le risque de rupture utérine. C'est quand on manœuvre. Quand on manœuvre, il y a le risque de rupture utérine. Utérus mal formé également, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une bonne dynamique utérine. Avec les utérus mal formés, il n'y a pas en général la dynamique utérine, c'est-à-dire il n'y a pas des bonnes contractions. Et en matière de siège, il faut qu'il y ait des très bonnes contractions. En plus, si on va manœuvrer, c'est-à-dire on va manœuvrer sur ce fœtus, sur ce fœtus, il y a le risque de rupture utérine. Donc, il vaut mieux ne pas, quand il y a une malformation utérine avec un utérus cicatriciel, avec un périnée cicatriciel, autant faire une césarienne. Obstacle prévia, bien sûr. Obstacle prévia, bien sûr que ce soit une tumeur, bien que ce soit intrinsèque ou bien extrinsèque, c'est-à-dire un placenta prévia, ou bien un fibrome prévia, autant faire une césarienne d'emblée. Voilà, ce sont les manœuvres. Après, on va revenir sur ça. Pendant le travail, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ben, pendant le travail, il faut respecter la poche des os. Il ne faut jamais rompre la poche des os jusqu'à incomplète. Pourquoi? Parce que le siège, c'est une présentation qui est molle. C'est pas comme la tête. La tête, c'est pas c'est pas comme la tête. La tête, elle est dure. Elle va aider avec les contractions, elle va aider pour ouvrir le col. Par contre, en matière du siège, il est mou. Il va pas, et donc, la dilatation, elle va pas se faire, elle va pas se faire convenablement. Donc, on va laisser la poche des os pour aider à la dilatation du col, pour aider à à la ouverture du col. L'accouchement doit se faire dans un milieu hospitalier, c'est-à-dire en présence d'un obstétricien et réanimateur. Pourquoi? Parce que c'est une présentation, je vous dis qu'elle est autosique, mais à caractère dystocique. Voilà, il faut qu'il y ait un obstétricien, il faut qu'il y ait un gynécologue et un réanimateur et un pédiatre. Bon, j'ai oublié de mettre un pédiatre. Il y a un pédiatre, c'est très important. Et en cas de panne de contraction, par exemple, un panne contractile, donc la contraction utérine ne se fait pas correctement, on va placer une perfusion d'ocytocine. L'ocytocine, vous connaissez, c'est l'ocytocine, c'est le moteur de la contraction utérine. Toujours en fin du travail, vers 9 cm, 8 cm, 9 cm, on place une perfusion d'ocytocine pour une bonne dynamique utérine. L'épisiotomie, elle est systématique. Bon, arriver à complète, c'est le mode Vermeulen. C'est quoi la méthode Vermeulen? C'est-à-dire, abstention, on ne fait rien. C'est-à-dire, arriver à complète, on prend un siège et on attend le siège. C'est ça. Donc, à un moment de dégagement, c'est-à-dire à l'arrivée à dilatation complète, on fait pousser la patiente. On ne fait rien, à part à faire l'épisiotomie et on attend, c'est-à-dire on la demande à la patiente de pousser et on attend la progression, on attend l'accouchement du siège, le dos, les épaules et la tête et on récupère le bébé et on coupe le cordon. Parfois, il y a des dystocies il y a une dystocie qui se rajoute, par exemple, il y a un relèvement des bras. Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, si vous avez un relèvement des bras? Quand vous avez un relèvement des bras, normalement, non, c'est pas Bracht. On ne fait pas un Bracht. C'est le Lorset. En cas de relèvement des bras, c'est-à-dire parfois, vous avez un accouchement, vous avez les fesses qui sortent, le dos. Après, donc, il y a arrêt, ça ne vient plus. Donc, c'est les relèvements des bras. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si le fœtus est bloqué par son tronc, les épaules sont encore à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? On prend les deux mains sur les bassins. On met les deux mains sur le bassin du fœtus. Et on fait une rotation pour dégager la première épaule, puis une deuxième rotation. On dit c'est la double rotation axiale. C'est la méthode de l'offset ou bien la double rotation axiale. Bon, on fait une rotation pour dégager l'épaule antérieure. Après, une deuxième rotation, on amène l'épaule qui est en postérieur vers l'antérieur. Donc, on fait un angle de 98 degrés. On fait dégager la deuxième. La deuxième épaule. On termine toujours par un moriceau. Un moriceau, qu'est-ce qu'il faut faire? Un moriceau. C'est quoi la manœuvre de moriceau? Le fœtus, il est installé à cheval sur l'avant-bras de l'opérateur. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous me voyez. Vous me voyez? Docteur. Oui? Vous voyez? Vous me voyez? La manœuvre de moriceau. Oui? Pardon? Le diapo est bloqué en page 10. Ah bon? Attends, je reviens au mode. Maintenant, vous voyez? Ah là, 28, moi Oui. je suis à 28 maintenant. La manœuvre de Maurice, vous me voyez? Vous voyez maintenant? Oui. Le fœtus, il est installé à cheval. Vous me voyez, moi? Oui. Parce que je vais expliquer la manœuvre de Maurice avec ce nounours. Donc, c'est-à-dire, vous avez ça. Donc, votre nouveau-né, la tête, elle est à l'intérieur du c'est même pas du vagin, à l'intérieur de l'utérus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on prend le bébé, le fœtus à cheval sur l'avant-bras de l'accoucheur. Voilà, on introduit
l'index et le médius dans la bouche du fœtus jusqu'à la base de la langue. On va tracter, on va tirer dans l'axe ombilico-coccygien. Une deuxième main, on la place sur le cou du fœtus. Et on tire. C'est-à-dire, pourquoi c'est de l'index et le médius qui sont placés à l'intérieur dans la bouche du fœtus, c'est pour aider la flexion de la tête. Et la deuxième placée autour du cou du fœtus, c'est pour serrer, pour tracter. Donc, c'est comme ça arrive parfois, on arrive à dégager une tête qui est retenue une tête qui est retenue dans l'utérus de la femme. Vous avez compris la technique, la manœuvre de Morisot? Coco? Non, pas vraiment. Vous n'avez pas compris? Bon, je remonte. Non, celle-là, c'est la technique de l'offset. Regardez ce qu'il fait l'opérateur. Donc, il fait une rotation. Il prend le siège. Il prend le fœtus par le siège. Qu'est-ce qu'il fait? Le siège, il est comme ça. Il fait une rotation. Il va dégager. Il va introduire sa main. Il va dégager l'épaule antérieure. Après, il va faire une double rotation comme ça. Il va amener l'épaule postérieure vers l'antérieure. Il va la dégager. Après, il va restituer le bébé, le dos en avant. Après, il va compléter par la manœuvre de Morisot. Parfois, avec les offsets, on peut faire sortir le bébé. Donc, le bébé, quand on tire dans l'axe ombilico-coccygien, on le ramène. Il vient. Parfois, il ne vient pas. Donc, la tête, elle est retenue dans le bassin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le bébé à cheval sur la main de l'accoucheur. L'accoucheur doit introduire ses deux doigts, l'index et le médius, dans la bouche de l'enfant jusqu'à la base du crâne. Il va encrocher le cou. Elle va encrocher le cou du bébé. Donc, la main à l'intérieur de la bouche de l'enfant, elle va essayer d'introduire, de fléchir la tête. Et l'autre main va tracter dans l'axe ombilico-coccygien. Vous savez très bien que tous les accouchements se font dans l'axe ombilico-coccygien. On va tirer vers le bas pour faire sortir cette tête qui est retenue et terminer l'accouchement. C'est bon? C'est clair un petit peu pour vous là? Coco? Allô? Allô? Oui, Vous oui, m'entendez? C'est plus ou moins clair. S'il te plaît, va attendre. Donc, voilà l'offset Morisot. Donc, ce sont les manœuvres quand il y a une dystocie qui se crée au cours de l'accouchement, au cours de l'accouchement siège. Le Morisot, on a dit le Morisot. Donc, le Morisot. Il y a le Bracht. Bon, je vais parler de Bracht. Le Bracht. Le Bracht, c'est quoi la méthode Bracht? La méthode Bracht, c'est quoi? Quand, par exemple, vous avez la tête, tout sort. Il y a la tête qui sort, les fesses qui sortent, le dos, les épaules qui sortent. Et vous avez une tête qui est dans le vagin qui n'arrive pas à sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? On prend le siège comme ça, vous me voyez. On le prend, doucement et doucement, on le relève sur le ventre de sa mère. On le rabat sur le ventre de sa mère. Comme ça, on pourra dégager la tête. On ne le fait jamais si la tête n'est pas dans le vagin. Parce que si la tête, elle est si la tête, elle est au-dedans, toujours dans le bassin, dans le bassin et dans l'utérus, on risque de lui casser le cou. Donc, on le fait quand la tête, elle est basse, retenue dans le vagin. On fait ça pour faire sortir la tête. C'est-à-dire faire fléchir la tête et la faire sortir. Sur une tête qui est dans le vagin. OK? C'est clair? Oui. S'il vous plaît. C'est bon, vous avez compris? Pour le bras, Oui, les merci. manœuvres. Vous avez le love set. Il faut retenir, il y a eu le love set. Ce qu'on fait, il y a le love set, Morisot et le Bracht. OK? Et donc, parfois, quand il y a une rétention de la tête dernière, on peut appliquer un forceps sur la tête dernière.
C'est-à-dire quelqu'un tient le tronc du bébé vers le haut et c'est-à-dire un aide tient le tronc du bébé et un deuxième, et l'accoucheur, il doit placer ses cuillères pour ramener la tête dernière. Et parfois, quand c'est retenu, on tente tous les moyens et ça ne vient pas. Bon, en général, le fœtus ne tient pas le coup et il décède. Qu'est-ce qu'on fait? Une embryotomie, c'est-à-dire on coupe la tête, on coupe la tête, c'est pas, on coupe le, c'est-à-dire on coupe le, on coupe la tête, on va arracher la tête, c'est-à-dire le tronc, et voilà, on fait un césarienne et on ramène la tête par voie haute. C'est-à-dire, c'est le désespoir, c'est vraiment un désespoir. C'est-à-dire, on a tout tenté et ça ne vient pas. Donc, quand vous avez une rétention de la tête dernière, vous avez soit le bracht, soit le morisseau, soit le forceps sur la tête dernière. Bon, en conclusion, la présentation du C, c'est une présentation autocycle. Mais il faut bien évaluer les éléments de pronostic. Donc, il faut être sûr que votre patiente va accoucher. Donc, vous avez un des éléments qui manque, je vous ai dit. Par exemple, si vous avez une tête qui est défléchie, vous n'acceptez pas la voix basse. Si vous avez une utérus cicatricielle, vous n'avez pas un utérus intact, vous n'acceptez pas la voix basse. Si vous n'avez pas un bassin qui a fait ses preuves, vous n'acceptez pas la voix basse. Si vous avez un fœtus qui n'est pas gros, si vous avez un fœtus qui n'est pas eutrophe, c'est-à-dire le poids il est inférieur à 3,8 kg, vous n'acceptez pas la voix basse. Si vous avez un BIP qui est supérieur à 96, n'acceptez pas la voix basse. Parce que si un des éléments manque, vous risquez de créer la dystocie, vous allez perdre l'enfant. C'est un drame. La rétention de la tête dernière, c'est un drame pour l'obstétricien et pour le fœtus et pour la maman. Parce qu'on arrivait, je vous ai dit, on est arrivé à couper la tête et faire une césarienne pour récupérer la tête et après coller la tête au tronc et enterrer le bébé. Voilà, c'est vraiment dramatique. Donc, c'est une présentation autocycle à caractère dystocique. C'est pour ça, quand on a un siège au cours d'une garde, vraiment, on a la boule. On a la boule jusqu'à ce qu'il y ait l'accouchement de la tête dernière. Voilà. Au moindre doute, il faut faire le moindre doute. Si on a un moindre doute sur un siège, il faut faire une césarienne que courir une dystocie qui est gravissime. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je suis à votre disposition. Allô? 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 Docteur, vous pouvez répéter. Qu'est-ce que je répète? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je répète? La manœuvre de Morisseau. La manœuvre de Morisseau. Qu'est-ce que c'est la manœuvre de Morisseau? La manœuvre de Morisseau, on l'a fait quand... Normalement, j'ai ici. Voilà. Voilà. C'est ça. La manœuvre de Morisseau, c'est quand vous avez le bébé il y a une rétention de la tête dernière. C'est quoi la rétention de la tête dernière? C'est-à-dire que vous avez tout le tronc qui dort. Vous avez les fesses, le tronc, les épaules qui sont dehors. Mais vous attendez la tête, elle ne vient pas. Donc, il faut la faire sortir parce que sinon, l'enfant, il va mourir à l'intérieur. Il va être asphyxié à l'intérieur. Et donc, il faut le faire sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parmi les manœuvres, donc, on va faire, c'est-à-dire, quand sur la photo, on prend le bébé, c'est-à-dire, il y a une main, le fœtus, il est sur l'avant-bras de l'opérateur, l'index et les médus dans la bouche, jusqu'à la base de la langue. Donc, elle essaie de fléchir la tête. Et une autre main, sur le cou du bébé, elle essaie de le tracter, de le ramener vers le bas. C'est pour faire fléchir la tête et dégager cette tête dernière et terminer l'accouchement de la tête dernière. C'est bon? Vous avez compris? Parce qu'une rétention de la tête dernière, c'est vraiment, vraiment dramatique. Donc, si vous avez assisté, ça m'est arrivé une fois une rétention de la tête dernière, l'enfant est fini par mourir, c'était un drame. C'est-à-dire vous allez avoir un enfant qui pend comme ça entre les cuisses de sa maman, la tête dans l'utérus et le tronc dort. Et vous allez donc vous tentez tous les moyens, le forceps, tout, et vous n'arrivez pas à faire sortir l'enfant. Donc, c'est vraiment dramatique. Une rétention de la tête dernière. Donc, c'est pour ça qu'il faut, quand il y a un accouchement siège, il faut qu'il y ait un obstétricien entré. Parce que sinon, s'il ne connaît pas les manœuvres, il ne pourra pas faire accoucher un siège.
Voilà. Et si vous avez des questions, vous me les posez. Coco, vous avez des questions? Je vais voir les questions en message sur le chat. Le message sur le chat. Comment je vais me chatter là? Parce que moi, je ne me suis pas. Ah oui, oui. Il y a des questions. Comment, s'il y a des questions, vous pouvez condamner, vous m'avez demandé, ce réunion est convenue enregistrement, participer aux autres enregistrements politiques. Oui. Bon, comment, c'est comme ça le chat. On va afficher le chat. Il n'y a pas de questions là. Il n'y a pas de questions normalement, non? Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Tout en Comment bas, il y a tu quelqu'un qui a compris? Ça m'a demandé, c'était assez- il y a quelqu'un qui a demandé, qui n'avait pas Pardon? compris, c'était quoi la notion d'un bassin qui n'a pas fait de preuve. Pardon, j'ai pas compris. Répétez-moi la question, s'il vous plaît. Docteur, s'il vous plaît, je n'ai pas compris la notion d'un bassin qui n'a pas fait ses preuves. La notion d'un bassin qui n'a pas fait ses preuves. C'est-à-dire, un bassin qui n'a jamais accouché, c'est ça. Un bassin qui n'a jamais accouché, c'est ça. C'est-à-dire, si, ou bien un bassin, c'est-à-dire un bassin, pour parler d'un bassin qui a fait ses preuves, il faut qu'il fait, et il faut il doit pas faire passer un enfant autrophe. Un enfant autrophe, c'est normalement entre 2,5 kg pour un siège, entre 2,5 kg et inférieur à 4 kg. À 4 kg, c'est ça, un enfant autrophe. Si un bassin ne fait pas passer c'est un bassin qui n'a pas fait passer un enfant autrophe, donc c'est un bassin qui n'a pas fait ses preuves. Ou bien l'unigeste. Si une femme qui n'a jamais accouché par voie basse, c'est un bassin qui n'a pas fait ses preuves. C'est bon? C'est clair cette notion? Oui, Vous avez deux entités. Vous avez une femme qui n'a jamais accouché par voie basse. Donc, c'est un bassin qui n'a pas fait ses preuves. Ou bien une femme qui a accouché par voie basse, mais dont le poids de l'enfant était inférieur à 2,5 kg. Par exemple, elle a accouché d'un tréma, 2 kg, donc c'est un bassin qui n'a pas fait ses preuves. Elle a accouché d'un enfant hypotrophe, 2,2 kg, c'est un bassin qui n'a pas fait ses preuves. Donc, sur ces malades, il ne faut pas accepter l'accouchement voie basse. Plutôt pour le siège, surtout le siège, parce que je vous ai dit, le siège, c'est ça le problème. Ça peut se passer bien et tout, mais si un des éléments manque, il va y avoir un drame, une rétention mort fœtale, mort fœtale et tout, ou bien un accouchement dramatique. Vous allez avoir ça sur le dos. Quelles sont les conséquences de la présentation du C sur le membre inférieur? Voilà, quelles sont les conséquences? Bon, les conséquences, parce que parfois, si on sera amené à manœuvrer, on peut fracturer un fémur au fœtus. Donc, quand on manœuvre et tout, on peut lui fracturer. Par exemple, mais la luxation congénitale de la hanche, de la hanche, elle n'est pas liée à l'accouchement. Elle est liée à la position des fœtus dans le fœtus, dans l'utérus de sa maman. Donc, tellement il était en position de siège, il peut y avoir une luxation congénitale. Voilà.